Bonjour tout le monde. Je suis assez traumatisé parce qu'hier soir, quand je suis arrivé dans ma chambre, elle s'appelle 14-18. C'était pas de bon augure. Donc, juste introduire un petit peu les choses. Je vais faire un petit peu un point historique. Vous savez que effectivement, la question de l'écologie nous permet de redécliner, ne serait-ce que les temps grecs, le Chronos qui avale tout. Le Dieu qui dévore ses propres enfants. Sauf que, on va le voir, nous, on a des chronos, avec des rythmes différents. C'était rappelé tout de suite par Nathalie, entre le temps court et le temps long. Alors évidemment, le temps court, lui, il peut renvoyer aussi au kéros, c'est-à-dire au temps à saisir, au temps la décision. Et effectivement, si on ne le saisit pas, eh bien, on tombe sur des irréversibilités. Et puis, il y a l'aion, le temps des dieux, le temps ouvert, indéfini, eh bien c'est plutôt celui qui risque d'arriver après la catastrophe pour nous, hein, si on veut décliner ça avec l'écologie. Alors, je ne savais pas trop quoi vous raconter, et finalement, on va osciller entre La Fontaine et puis Jonas. Et je vous propose simplement de refaire un petit historique, si vous voulez, de la manière dont les choses sont passées, et vous verrez que la clé de cette historique, on peut la trouver justement chez Jonas. Bien sûr, l'écologie nous a conduit à réévaluer nos relations au temps, c'est une évidence, et on va le voir si on refait justement la chronologie. Eh bien, on a vraiment une espèce de tortue climatique qui partit. Alors, si on fait la relation climat-énergie, on part quand même au milieu du XVIIIe siècle. Et évidemment, c'est une tortue exponentielle. Donc, au départ, elle est très, très lente. Et vers la fin, eh bien, non seulement elle coiffe, on va le voir sur le poteau, ce pauvre lièvre, mais en plus, elle saute plus encore que lui. Donc ça, c'est la différence fondamentale avec la Fontaine. On va voir que quand même, le temps de la prise de conscience, c'est pas un temps non plus quand même trop court. Mais c'est un temps où on a cru pouvoir se donner du temps. Et c'est là, effectivement, où on s'est trompé. Et le réveil aujourd'hui est tout à fait douloureux. Alors, je vais simplement vous rappeler la chronologie de la relation temps-énergie. Et on va voir qu'on est dans une espèce de processus qui nous a complètement échappé, qui va décider de choses qu'on va finalement penser que beaucoup plus tard et systématiquement. Alors ce couple temps-énergie fossile, on peut le faire commencer dès la seconde moitié du XVIIIe siècle en Angleterre, avec notamment la mise au point des pompes à exhaustion qui, comme vous le savez, vont permettre une productivité du mineur sans comparaison avec ce qui était le cas, puisqu'il passait une grande partie de son temps à excaver les galeries, et là, au contraire, il va le passer, après avoir étayé, à extraire du charbon. En fait, ce qui est très important, c'est que dès ce moment-là, on rentre, sans le savoir encore, dans une dynamique de croissance. Et c'est une dynamique très forte dont effectivement on ne pourra plus sortir, et on va constater aujourd'hui. Alors, tout d'abord, cette dynamique de croissance, elle va concerner l'Angleterre, pratiquement seule pendant un demi-siècle. Cela dit, l'Angleterre elle-même imite la révolution agricole hollandaise qui a eu lieu presque un siècle plus tôt, et l'Amsterdam du début du XVIIIe siècle, c'est la premier État au monde où vous avez la moitié de la population qui est distraite des champs. Alors que dans toutes les civilisations traditionnelles, vous avez en fait entre 10 et 20%. Et donc, vous le savez, ça va aller, effectivement, je vais y revenir relativement vite, ça nous engage dans une espèce de soif énergétique qui ne sera plus jamais interrompue depuis lors. Je vous rappelle simplement que, eh bien, évidemment, après-guerre, on a un temps de croissance avec le pétrole qui est très fort, c'est 7% par an, mais regardez simplement le charbon. Déjà en 1815, si l'Angleterre avait voulu, avec du bois, tirer autant d'énergie qu'elle en tirait du charbon, elle aurait dû déforester en une année plus de la moitié de sa propre surface, qui n'était déjà plus forestée. Et si vous regardez le taux de croissance
entre 1750 et 1830 en Angleterre, c'est 500%. 500%. Donc on a vraiment une croissance vertigineuse, laquelle est pensée par Gibbons dès les années 1860-1865, avec la publication de la question du charbon. Et on l'a pas vraiment compris. On va le revoir à plusieurs moments. Donc en fait, ce sont des décisions techniques qui vont avoir des répercussions au très long cours dont on n'a absolument aucune idée au départ. Et c'est peut-être la première fois qu'on peut dégager ce type de schème. Et encore une fois, quand je parle de tortue, c'est vraiment ce qu'il faut prendre en compte. Si je regarde le nombre de ppm en 1953, c'était 312. 312 ppm. On est à peine au-dessus des 280-300 ppm qui sont le degré de concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère avant l'ère industrielle. Et vous savez, aujourd'hui, on est à 425. Donc, c'est allé ensuite, effectivement, très très vite. Donc, dès le départ, dès le XVIIIe siècle, on ne le sait pas, mais on est d'emblée engagé dans l'ère du dérèglement climatique et la transgression des limites planétaires. Donc, voilà, je vais revenir après, mais le parcours très long avec ces décisions fondamentales dont on ne mesure pas le poids dès le départ. Alors maintenant, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé du côté de la prise de conscience par rapport à cette espèce de dynamique de fond au très long cours, avec quelques petites décisions, et encore une fois, sans qu'on contrôle vraiment. Si je prends la question de la croissance, elle va vraiment être théorisée après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, on est déjà dans une dynamique de croissance dès l'Angleterre du XVIIIe siècle. Alors, côté prise de conscience, on a pratiquement un siècle de décalage. Il faut vraiment attendre le XIXe siècle pour que l'idée d'une destructivité de la structuration industrielle de la société se fasse jour. Et le lien avec le carbone n'est pas toujours présent. Alors on l'a dans la fin du monde par la science d'Eugène Husard, c'est 1855. Alors lui pointe ce qu'on appelle à l'époque l'acide carbonique, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, mais c'est complètement fantasque. Vous savez que le moment où les connaissances se stabilisent vraiment en termes d'effet de serre naturel, le début des travaux de l'effet de serre naturel, c'est Horace Bénédicte de Saussure, n'est-ce pas, Gérald, on va quand même vanter nos compatriotes. Donc, puis après, on a toute une série, toute une saga scientifique qui va s'achever avec Tyndall, le Joseph Tyndall, donc un physicien irlandais, en 1866, je crois. Et là, définitivement, on a établi les mécanismes qui président à l'effet de serre naturel. Donc d'où Husard tient ses connaissances, c'est pas un scientifique, c'est un avocat. Bon, c'est une espèce d'intuition. On a le fameux livre L'homme et la nature de George Perkins Marsh, qui est légèrement plus tardif, une dizaine d'années, 1864. Là, on a quelque chose de beaucoup plus sérieux, mais il n'est pas question de dioxyde de carbone. C'est surtout une espèce d'inventaire de la destruction des écosystèmes du fait des activités humaines, mais c'est l'intuition, en tout cas elle est là dès les premières pages, d'une incompatibilité au long cours entre la civilisation industrielle qui va rentrer dans sa deuxième période et puis ce qu'on appelait alors la nature. Il faut attendre la charnière des 19e et 20e siècles pour qu'on ait vraiment un calcul. C'est Arrhenius qui fait le premier calcul et qui effectivement fait un lien entre la consommation humaine d'énergie fossile et donc d'énergie carbonée et puis justement l'effet de serre qui va finir par ne plus simplement devenir naturel, et il va y avoir un effet de serre anthropique, mais lui non plus n'a pas compris ce que c'est que la croissance économique, et donc il fait ses calculs avec une consommation constante d'énergie. Donc effectivement, il tombe sur un chiffre qui n'est pas faux. Il imagine qu'on va réchauffer la température au sol de 4,5 degrés, mais en 5000 ans. On risque de l'avoir fait d'ici à la fin du siècle. Je vous rappelle qu'en 40 ans, de la fin des années 70 jusqu'à maintenant, on a réchauffé la Terre d'1 degré.
d'1 degré en 40 ans, alors que le rythme, quand on passe d'une ère glaciaire à un interglaciaire et vice-versa, c'est plutôt, sauf accident, c'est plutôt 1 degré tous les 1000 ans. Et ensuite, dans la deuxième moitié du siècle, ça s'accélère. Vous avez les travaux de Suess et de Revel, donc sur le cycle long du carbone. Eux-mêmes parlent d'une expérience planétaire que nous sommes en train de faire. Enfin, il y a parfois des petites connotations un peu inquiètes, mais en fait non, c'est vraiment très très distancié comme document. Ensuite, évidemment, et ça c'est un élève de Revel, vous avez les travaux de Keeling, et puis la mesure au jour le jour de la variation de la concentration de dioxyde de carbone à l'observatoire de Mauna Loa à Hawaï. Et là, on sait très bien que l'atmosphère se brasse en 3 semaines, c'est-à-dire qu'on mesure à Mauna Loa ou qu'on mesure à Louvain, ça va être ça va être la même chose, etc., etc. Puis effectivement après, eh bien vous avez ce rapport qui est vraiment décisif, qui est le rapport Jules Charnay, c'est juste 20 pages en 79, qui est un rapport scientifique dans le cadre de l'Académie des sciences nord-américaines, et qui est vraiment le document qui fait basculer la communauté des sciences du climat et qui va faire que la communauté des sciences du climat va s'organiser. C'est-à-dire que là, on commence vraiment à prendre très au sérieux la question climatique. Et à partir de là, les choses vont aller très très vite. Moins de 10 ans après, vous avez la création de l'IPCC ou du GIEC en 88. Je rappelle que Reagan et Thatcher ont vraiment été là sur les fonds baptismaux et ont vraiment insisté pour que ce ne soit que le carbone. Il était question à un moment donné d'avoir un indicateur plus général, de parler de la dégradation générale de l'environnement. Non, ils ont insisté pour que ce soit que le carbone, parce qu'ils s'attendaient à ce qu'on puisse y trouver des solutions techniques et purement techniques, sans rien changer à l'économie. Et vous avez en mai 92 la signature, excusez-moi, de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Kyoto en 97 et 2009 Copenhague. Alors, une sorte de pseudo-échec, c'est un peu compliqué à lire, et puis l'accord de Paris de 2015. Ok, tout ça c'est très bien, mais vous le savez, les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais cessé d'augmenter. Encore l'an dernier, elles ont augmenté d'1%. Au milieu des années 90, donc chez les travaux d'Hasselmann et d'autres, en fait c'est surtout des équipes et du Max Planck Institute et des équipes américaines qui, dès le milieu des années 90, le premier papier c'est 93, eh bien dégagent le signal du changement climatique par rapport au bruit. Et dans les milieux industriels, par exemple, si vous regardez le WCCSD, la World Business Council on Sustainable Development, eh bien, où vous avez les cimentiers et les producteurs d'énergie, qui sont en termes industriels les plus gros, eux prennent vraiment le sujet au sérieux, etc. Si vous prenez une maison comme EDF que je connais un petit peu, la personne qui suivait les choses, c'était un scientifique pour EDF, payé par EDF, c'était Jean-Yves Caneille, et donc qui a participé à ces travaux. Donc contrairement à ce qu'on croit, les grands groupes industriels s'en inquiètent. En fait, eux avancent, et ce sont les politiques qui leur disent de ne rien faire et qui ne prennent pas en compte leurs travaux. Il faut bien avoir ça en tête pour bien comprendre comment les choses se sont passées. Là, on est au milieu des années 90. Dans les années 2000, on commence à comprendre que, pourtant on avait déjà des travaux qui étaient antérieurs, mais ils n'étaient pas admis, etc. Moi, en faisant le bouquin là, avec Jean Jouzel, puis que je connais depuis très longtemps, quand on a repris cette question, je parlais de David Archer. Pour moi, c'était vraiment l'autorité sur le cycle, on ne le connaissait pas. Donc, en fait, si vous voulez, il y a des slots dans les communautés scientifiques, il y a des travaux qui peuvent être faits, et puis ça ne va pas du tout toucher le reste. Là, c'est vraiment durant la décennie de 2010 qu'on se rend compte qu'effectivement, les perturbations induites pour le cycle du carbone du système Terre, et c'est pas directement corrélé à la durée de présence d'une molécule de carbone dans l'atmosphère, qui est d'un siècle à un siècle et demi. Non, on est sur un temps très long. C'est-à-dire, par exemple, si on prend les calculs d'Archer, dans 10 000 ans, on a toujours 35% des gaz à effet de serre qu'on aura émis jusqu'à la fin du siècle. Donc, donc on comprend ça. On comprend donc que le changement, les effets induits par le changement climatique ne sont pas un passage douloureux. C'est en fait une bascule définitive. Et là, c'est un climatologue suisse qui est à Berne, c'est Thomas Stocker, qui en 2013
produit un papier très important sur la fermeture progressive des fenêtres. C'est-à-dire que plus on tarde à agir et plus le niveau auquel on parviendra à stabiliser la température sur Terre est élevé. C'est l'inverse de ce que nous disent les économistes, mais c'est eux qu'on a écouté. Absolument pas écouter les scientifiques. Ce papier n'a eu aucun effet, alors qu'il était déterminant et il est très célèbre parmi la communauté des scientifiques du climat. Donc, vous voyez vraiment le décalage qu'il y a. Oui, je suis désolé, alors encore 5 minutes, hein. Je vais aller très vite. Bon, bah, côté grand public, on commence vraiment la conscience se développe, disons, dans la décennie 2010-2020. Hein, vous avez toutes les grèves du climat, donc l'année 2019. Et l'année 2018, c'est la première année où tout un chacun peut voir que le régime climatique est vraiment en train de changer. C'est la première fois où les canicules ne cessent de se succéder sur Terre. Hein, si vous prenez la décennie 2000-2010, il y avait 3 grandes canicules. Aujourd'hui, vous avez des vagues de chaleur en permanence. Elles ne cessent de se succéder aussi bien durant la saison froide, alors elles sont pas chaudes à proprement parler, mais l'écart avec les températures moyennes est très élevé, et durant la saison chaude. Alors, je vais très vite pour vous dire que ce qu'on comprend beaucoup mieux maintenant, c'est en quoi, effectivement, et de manière très ferme, c'est l'habitabilité de la Terre qui est vraiment en cause. Et donc, si vous voulez, vous avez plusieurs papiers, le papier de Xichu, puis le dernier, il y a 2 ans ou 3 ans, c'est Klinger et Ryan, où là, ils ont vraiment étudié la distribution de la population en fonction de la chaleur. Donc, première chose à bien comprendre, la distribution des populations humaines sur Terre, elle ne change pas avec les sciences et les techniques. Elle est la même. En fait, c'est dans les aires les plus chaudes que vous avez la densité la plus importante, si ce n'est qu'elle diminue à partir d'une température territoriale annuelle de 27-28 degrés, 29-30 degrés, il n'y a plus personne. Donc, si vous décalez tout ça de 3 degrés, vous vous rendez compte que c'est un minima 1 milliard d'êtres humains qui doivent être déplacés. Et si vous ajoutez à ça la chaleur humide, qui est plus ravageuse et qui va être beaucoup plus étendue, je vous renvoie simplement au roman de Stanley Robinson, qui commence par un épisode de chaleur humide en Inde, qui fait 20 millions de morts. Vous allez me dire, c'est n'importe quoi, c'est un romancier, 20 millions de morts, t'es complètement cinglé, mon pauvre gars. Ben non, les amis. Là, moi, je m'occupe d'un groupe de recherche sur cet aspect-là. Et en fait, comment dire, on fait faire une modélisation par l'IPSL, hein, c'est le groupe de Votard avec Johan Robin, et la probabilité pour qu'il y ait en Inde, au moins sur la moitié du territoire, 3 jours consécutifs de chaleur humide avec un heat index vraiment dans la zone rouge, avec au moins 5 heures par jour, c'est-à-dire 5 heures tu meurs, eh bien la probabilité est très forte. Donc voilà, l'atteinte à l'habitabilité de la Terre, elle est énorme. Donc vous avez compris, quand le lièvre se remue, eh bien en fait, la tortue, elle, accélère, et c'est foutu. On a perdu la bataille des 1,5 degrés, on peut encore ne pas perdre celle des 2, on peut encore ne pas perdre celle des 3, mais vous avez vu ce qui se passe avec la pression populiste. Alors juste maintenant, pour finir, et j'arrête, hein. Bon, si vous prenez la thèse de Ancionas, selon laquelle on a des décisions technologiques qu'on prend très à l'amont, qui vont porter à des conséquences des générations plus tard, sans que les générations intermédiaires ne puissent rien faire, eh bien c'est rigoureusement ce qui s'est passé. Sauf qu'il ne faut pas commencer à la publication en 1979 du principe responsabilité. Il faut commencer dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc bravo Hans Jonas. Et j'en terminerai là.